Bonjour à toutes et à tous. Je le garde, hein. Non, je l'enlève. Je vais l'enlever, c'est plus sûr parce que en Californie, une femme n'a pas le droit de conduire en peignoir ou en déshabillé. Ça fait partie des lois absurdes qu'on trouve dans le monde. La Californie, justement, c'est l'une de nos 4 destinations du jour. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est sur la route de Los Angeles que nous conduira John Fante, ce fils d'immigrés italiens qui a frayé à Hollywood, cet écrivain torturé qui a touché du doigt les rêves que la Cité des Anges fait miroiter. C'est très bon la châtaigne. Ouais, pour faire passer la gueule de bois. C'est bon. Des châtaigniers à perte de vue, nous irons également en Ardèche participer à une rôtie de châtaigne. C'était le moment où on échangeait les nouvelles du pays. Et la châtaigne peut être aussi l'objet d'un réseau social, finalement, peut-être. Elle rassemble les gens autour d'elle. On donnera plutôt dans la banane en République dominicaine, avec les pasteles Enora, de jolis petits paquets qui attireront la curiosité des amateurs de hachis parmentier. Yamel, c'est la meilleure chef de Samana. La meilleure. C'est excellent. Enfin, à l'université de Glasgow, une invention à couper le souffle et le reste, a vu le jour. Ce sera l'incontournable. Mais avant tout ça, c'est la devinette. Alors si vous êtes allé en Estonie, vous êtes favorisé. Pourquoi valait-il mieux éviter l'hôtel Viru à Tallinn, la capitale, avant le début des années 90 ? Sous l'ère soviétique, cet établissement était pourtant l'un des meilleurs du pays. Tout confort, moderne, service impeccable, un peu trop d'ailleurs. En 1991, quand le régime communiste s'effondre, on découvre que quelque chose cloche. Quel risque couraient les clients de cet hôtel ? Je vous dirai ça en fin d'émission. Car pour commencer, direction Los Angeles, avec un auteur qui a mordu la poussière avant de décrocher les étoiles d'Hollywood. On part avec John Fante pour l'inspiration. Les rêveurs se retrouvent tous à Los Angeles. En 1929, à l'âge de 20 ans, l'écrivain John Fante quitte son Colorado natal pour la Californie. Ce fils d'immigrés italiens s'installe les poches vides dans cette ville proche du désert, à une époque où les États-Unis plongent dans la Grande Dépression. À Los Angeles, où tous les espoirs sont permis, le jeune artiste affamé de gloire se crée un double littéraire, Arturo Bandini, qu'il met en scène notamment dans La Route de Los Angeles et Demande à la poussière. 2 de ses plus grands romans, écrits durant les années 30. Dans les romans qui mettent en scène la vie d'Arturo Bandini, John Fante a réussi à capturer un Los Angeles authentique. Cet esprit de rêve, de succès, cette promesse de romantisme, d'excitation, d'aventure, d'argent, mais aussi d'amour et de sexe. Sa description de la ville est encore valable aujourd'hui, 80 ans après. Des œuvres semi-autobiographiques qui offrent un témoignage précis, teinté d'humour grinçant, sur la vie des quartiers pauvres de la Cité des Anges. Un soir, je suis assis sur le lit dans ma chambre d'hôtel sur Bunker Hill, en plein cœur de Los Angeles. C'est un soir important dans ma vie parce qu'il faut que je prenne une décision pour l'hôtel. Ou bien je paie ce que je dois, ou bien je débarrasse le plancher. C'est dans le centre de Los Angeles que John Fante, jeune homme torturé et impulsif, s'installe dans un petit hôtel miteux à la fin des années 20. À Bunker Hill, dont il ne subsiste aujourd'hui pratiquement rien, sauf l'ancien funiculaire Angels Flight, il survit de petits boulots. Mais l'ambition de Fante est ailleurs. Il veut devenir écrivain. Bunker Hill était en fait une colline. Le quartier commençait en bas, montait jusqu'à Bunker Hill Avenue, puis descendait jusqu'à Hope Street. Et c'est là que Fante habitait. Cette porte est dans un style architectural très beaux-arts. Les voitures, elles, datent de 1910. À l'origine, les voitures étaient ouvertes. Ça ressemble aujourd'hui exactement à ce que John Fante voyait lorsqu'il vivait à Bunker Hill au début des années 1930. C'est ce qui fait vraiment l'essence du vieux Los Angeles. Dans la ville de Los Angeles, le héros de Demande à la poussière, Arturo Bandini,
se nourrit de livres à la bibliothèque municipale et d'oranges pour assouvir sa faim. Fante, alias Bandini, passe ses journées à arpenter la ville, à la recherche de quelques dollars pour payer son loyer, puisant son inspiration dans les rencontres hasardeuses et les amours déçus. Dans ce quartier pauvre où s'entassent les minorités, il rencontre dans un café Camilla Lopez, une serveuse mexicaine dont il tombe follement amoureux. Je regardais Camilla danser avec son plateau. Ses cheveux étaient si noirs, si épais. On aurait dit des grappes de raisin qui lui cachaient la nuque. C'était un endroit béni, ce saloon. Et c'était son palais. Les gens qui vivaient à Bunker Hill étaient principalement des locataires. Les faibles loyers attiraient de nombreux retraités, des gens un peu bohèmes, des artistes, des écrivains. Bunker Hill était intéressant car il y avait différentes enclaves ethniques. Au nord, il y avait une communauté américano-mexicaine. Les Japonais, eux, vivaient plus au sud, à Figueroa. Fante écrit donc sur les mélanges ethniques. À l'époque, personne d'autre n'écrit là-dessus. Il ne parle pas de politique ou d'activisme social. C'est l'humanité de Fante qui le rend vraiment spécial et qui le distingue. Arturo Bandini est un jeune homme fier et parfois cruel, qui doit pourtant accepter un emploi dans une conserverie sur le port de Long Beach, situé à San Pedro, dans le sud de Los Angeles. Dans les années 30, cette petite ville alors indépendante était peuplée de nombreux migrants venus du Mexique, des Philippines ou du Japon. Il la met en scène dans La route de Los Angeles. Le roman qu'il achève en 1936, mais jugé trop provoquant, n'est publié que 50 ans plus tard. Je suis descendu doucement jusqu'au port. C'était en juin, le meilleur moment de tous. Les maquereaux s'écoulaient au large de la côte sud et les conserveries tournaient à plein régime. À cette époque de l'année, il y avait une odeur de pourriture dans l'air et d'huile de poisson. J'ai bien aimé être là-bas. Cela m'a fait rêver. John Fante a travaillé dans le port, où il a occupé de nombreux emplois subalternes, des travaux pénibles, où il fallait creuser des fossés, travailler dans une conserverie de poissons, charger des camions. Il aimait le port, mais en même temps, il le détestait. Pour lui, c'était un lieu inspirant, presque romantique. Le bruit s'était maintenant répandu dans toute la conserverie qu'une personnalité de renom était parmi eux. L'immortel Arturo Bandini, en chair et en os, l'écrivain célèbre, et il était allongé là, composant certainement quelque chose pour la postérité. Ce grand écrivain qui s'était spécialisé dans le poisson, qui travaillait pour 25 malheureux cents de l'heure, par pur esprit démocratique. Les romans de Bandini sont tous terriblement tristes, tragiques, mais à la fois hilarants. Je dirais que l'humour vient des contradictions de Bandini lui-même. Son ambition, c'est d'être le plus grand écrivain de l'histoire de l'humanité, de gagner le prix Nobel. Alors qu'en réalité, il survit en mangeant des oranges parce qu'il n'a même pas assez d'argent pour acheter un hamburger. D'où cette contradiction entre, d'une part, ses visions et ses rêves, et d'autre part, la réalité. C'est ce décalage qui, je pense, crée de l'humour. Bandini souffre d'un conflit intérieur. Il n'arrive pas à assumer ses origines. Il se demande « Qui suis-je ? Suis-je italien ? Suis-je américain ?» Il rencontre Camilla. Elle, c'est une américaine d'origine mexicaine. Mais il l'accuse de ne pas être une vraie américaine. C'est comme s'il se regardait dans un miroir. Et il n'aime pas ce qu'il y voit, parce qu'il sait à quel point l'attitude des Américains à l'égard de la pauvreté et des minorités ethniques peut être cruelle. J'ai fait le vœu que si un jour j'avais assez d'argent, j'achèterais la Soyo Fish Company. J'organiserai une fête du tonnerre de Dieu pour le 4 juillet et le lendemain matin, je brûlerai l'usine de fond en comble.
Depuis l'usine de conserverie de Long Beach, Bandini voit les avions décoller vers Santa Catalina, une île de rêve au large des côtes de Los Angeles. Aménagée comme un paradis exotique par un magnat du chewing-gum au début des années 20, elle représente tout ce que Bandini adore détester et qu'il ne possède pas. La réussite, la richesse, mais aussi les femmes. Catalina était une destination rêvée, un peu préfabriquée, pour les habitants de Los Angeles. Dans les années 20, on la percevait comme une île romantique au climat méditerranéen. Pour les gens d'une certaine classe sociale, Catalina offrait des loisirs exotiques et luxueux. Quand on lit La route de Los Angeles, il y a un peu de dédain, de colère et de frustration, notamment lorsqu'il regarde les passagers s'envoler ou prendre le bateau à vapeur pour traverser la baie vers Catalina. Toutes les 3 ou 4 minutes, le matin, des vapeurs et des avions quittaient ce quai en direction de l'île de Catalina, à 25 km. Par la porte embrumée, j'apercevais les flotteurs rouges des hydravions qui décollaient. Dès le premier jour, cela m'a agacée. Je souhaitais une bonne tragédie. 3 figures féminines obsèdent le jeune Arturo. La mère, la prostituée et la Vierge. Il éprouve envers sa mère une grande pitié, qui se transforme parfois en rage ou en admiration. À l'opposé de cette figure matriarcale, surgit la prostituée. Dans La route de Los Angeles, Bandini fantasme sur les photos de femmes qu'il contemple dans les magazines, mais finit par les déchirer, dégoûté de lui-même. Demande à la poussière lui fait pousser les portes d'une maison close, dont il finit par s'enfuir, déboussolé par le spectacle. Camilla, la serveuse mexicaine dont il est amoureux, incarne pour lui la figure de la Vierge, que Bandini désire plus que tout, mais qui finit par lui échapper. Il peut parfois être très cruel envers les femmes, être misogyne, les voir comme des objets. Bandini est obsédé par les femmes, mais il est aussi obsédé par le péché et par la culpabilité de ce qui pourrait arriver s'il décidait de vivre une relation amoureuse. La mère de John Fante était très pieuse et très croyante. Dans les romans de Fante, la figure maternelle rappelle à Bandini l'éducation et l'environnement catholique qu'il a rejeté une fois arrivé à Los Angeles. Malgré toutes ses tentations et ses rêves de devenir le plus grand écrivain d'Amérique, la réalité ramène toujours Arturo Bandini à sa petite colline de Bunker Hill, depuis laquelle il contemple sa destinée. Au-dessus de la ville s'étendait une sorte de bouillasse blanchâtre, un peu comme du brouillard. Sauf que ce n'était pas du brouillard. C'était la chaleur du désert. Les grandes fournaises du Mojave et du Santa Ana. Les doigts pâles de la désolation. De ce sempiternel désert qui revenait toujours reprendre son enfant captif. Surgit de nulle part. Développée grâce à la fièvre de l'or, l'exploitation du pétrole et les différentes vagues d'immigration qui se sont succédées, la jungle urbaine de Los Angeles est coincée entre l'océan Pacifique et les étendues brûlantes du désert de Mojave à l'est. Les déserts sont très lumineux. Je ne peux pas me passer de leur lumière. En marchant simplement sur un peu de verre brisé ou de bois carbonisé, on peut remonter le temps. Je pense que le symbolisme d'un désert, le symbolisme d'une maison abandonnée, c'est l'idée de la fin de quelque chose. C'est pour cette raison que lors de funérailles, on dit « Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière ». À partir de la fin des années 30, John Fante entame une fructueuse carrière de scénariste à Hollywood. Tandis que ses romans, trop érotiques, trop rageurs, tombent dans un oubli relatif, son œuvre devient une source d'inspiration pour les nouveaux talents de la Beat Generation, comme Jack Kerouac. Elle est redécouverte par le grand public dans les années 80, notamment grâce à l'écrivain Charles Bukowski. L'une des choses que fait Fante est de terminer Demande à la poussière sur une note mélancolique. À la fin, Bandini jette le livre qu'il vient de finir et nous ne savons pas quelle est la prochaine étape pour lui.
Au loin, sur le Mojave, la chaleur montait en faisant des vagues. J'ai trouvé un crayon, j'ai ouvert le livre à la page de garde et j'ai écrit « À Camilla, avec tout mon amour, Arturo ». Sur ce, je suis monté en voiture, j'ai fait démarrer le moteur et je suis rentré à Los Angeles. Retour à Hollywood. Sur le Walk of Fame, on trouve bien sûr des noms de comédiens et de comédiennes célèbres, mais il y a aussi quelques chiens. Et ça, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Entre Julie Andrews, Marlon Brando, Harrison Ford ou Cameron Diaz, il y a Rintintin. Le berger allemand le plus célèbre du cinéma a lui aussi son empreinte sur le Walk of Fame de Hollywood. Et il n'est pas le seul. Strongheart, Lassie, le chien fidèle ont également leur patoune sur le célèbre boulevard. Dans un autre genre animalier, on peut également noter la présence de Godzilla et Bugs Bunny. Avec l'actrice Sarah Bernard ou le chef d'orchestre Pierre Monteux, Rintintin fait partie des quelques artistes français qui ont leur étoile. Car oui, Cocorico, pour le toutou, Rintintin est français. En septembre 1918, à Flirey, en Meurthe-et-Moselle, le caporal Lee Duncan de l'United States Army Air Service découvre une femelle berger allemand et sa portée. Survivant d'un bombardement. La guerre touche à sa fin et Lee Duncan ramène chez lui, en Californie, un petit chiot qu'il nomme Rintintin. Rintintin, c'est le nom d'une petite poupée française en laine représentant un petit garçon et qui sert de porte-bonheur à la fin de la Première Guerre mondiale. Plus tard, bien après sa mort, un autre Rintintin connaîtra le succès. Dans la série télé des années 50 où le chien et le jeune Rusty, seul rescapé d'un massacre, accompagnent le 101e régiment de cavalerie de Fort Apache. Mais le premier, c'est lui. Intelligent, agile, courageux et surtout bien dressé par son maître Lee Duncan, le chien commence par remporter de nombreux concours, avant d'être repéré par un réalisateur d'Hollywood. C'est le début d'une longue carrière, du moins pour un chien. Entre 1922 et 1931, il joue dans une trentaine de films, muets pour la plupart, et aujourd'hui presque tous disparus. S'il avait vécu de nos jours, il aurait son profil Insta, son Twitter et son TikTok. Mais à l'époque, le lien avec le fan club, c'est le courrier. La star canine reçoit des milliers de lettres de fans. On a pu l'entendre aussi animer une émission de radio pendant laquelle il aboie en réponse aux auditeurs. Il possède son propre numéro de téléphone dans l'annuaire de Los Angeles et évidemment, il se déplace en limousine. Pas franchement une vie de chien. Il meurt en 1932, d'abord enterré dans le jardin de son maître. Il est rapatrié bien plus tard et repose au cimetière pour animaux d'Asnières-sur-Seine. Savez-vous ce que c'est un castanéiculteur ? Il y en a plein en Ardèche, c'est principalement dans cette région d'ailleurs qu'on en trouve en France. Le castanéiculteur, c'est un producteur de châtaignes, notre héritage du jour. Quand il est en habit de fête, cuisiné et vendu sur les étals de luxe, on l'appelle un marron. C'est très bon la châtaigne. Ouais, pour faire passer la gueule de bois. C'est bon. Dans la nature, c'est une châtaigne. Aussi rugueuse que l'Ardèche, d'où elle provient souvent, elle y est tout au contraire l'aliment du pauvre, sa source de survie. La vie n'est pas simple en Ardèche. La châtaigne représente un peu la même chose. C'est-à-dire que la châtaigne est dure à faire cuire, est dure à avaler, voilà, elle est dure à travailler. Les terrains sont en pente, c'est pas forcément simple. Après, c'est à nous de s'adapter. Les anciens y sont arrivés, donc pourquoi nous on n'y arriverait pas ? Sur ces sols de schiste et de granit, il en a fallu de la sueur pour cultiver celui qu'on appelle ici l'arbre à pain. Gorgé de protéines et de vitamines, qu'il soit frais ou séché, réduit en farine ou en purée, son fruit suffit à lui seul à nourrir tout l'hiver des familles entières. Bien du poids quand même là. Ah ! Depuis 800 ans, le châtaignier a fait de l'Ardèche un refuge pour les parias et les insoumis de leur temps.
Noyé dans la verdure, le village de Tignes se blottit depuis le XIIe siècle au pied de son église romane. Cette église, elle évoque tout ce qu'il y avait de vie rurale et austère dans cette vallée. Cette vallée qui était complètement enclavée, avec des habitants qui ont su s'adapter à ce territoire-là, la forêt, les fruits, les chênes, le châtaignier, bien sûr, qui est partie complètement prenante de ce territoire. Dès le Moyen-Âge, ces villages ardéchois accueillent des femmes et des hommes, qu'ils soient moines ou paysans, en quête d'un territoire en retrait des soubresauts du monde. Les vallées se sont peuplées avec des gens qui sont venus des plaines où il y avait de toutes les époques des troubles politiques, que ce soit les guerres de religion, avant la peste ou encore avant les brigandages. Et les gens sont venus se réfugier ici parce qu'ils avaient de quoi se protéger et de faire vivre leur famille. Ça a été très dur de vivre ici avec un climat rude, pas de route. Ils ont dû construire des maisons, des pistes, des chemins muletiers. Assez riche pour nourrir les hommes comme les bêtes, la châtaigne est d'abord le fruit de la forêt, où elle pousse à l'état sauvage. La récolte, bog après bog, sur les pentes abruptes des monts d'Ardèche, reste un éprouvant labeur, jusqu'à être enfin simplifiée par l'aide d'un filet à la toute fin des années 90 seulement. Allez, on commence. Vas-y, tu te mets à l'angle là-bas. Voilà, il faut que ce soit tendu, tu vois, comme ça, entre nous, là. Voilà. Voilà, comme ça, on ne se force pas. Sinon, c'est ton dos. Tu profites de la souplesse du filet. C'est un travail un petit peu fatigant, mais qui est quand même beaucoup mieux que celui qu'on avait à la main avant, puisque un arbre comme ça, très gros, il aurait fallu plusieurs jours pour le ramasser. Et là, en une paire d'heures, cet arbre, il sera ramassé en totalité. Voilà. Allez-y les filles, là, vous enlevez les dernières bogues. Hop. Au fil du temps, le châtaignier, comme le paysage, se laisse domestiquer. À force de greffe et de sélection, on parvient dès la Renaissance à le faire croître à plat sur des terrains en terrasse bâtis à la force des bras. Une terrasse, elle est faite avec des énormes blocs. Il y a des blocs qui pèsent 200, 300, 500 kilos. Et donc, il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Et les paysans, ils ont su se réunir pour construire des chemins, construire des terrasses, construire des ruisseaux, puisque l'eau était canalisée pour éviter qu'elle emmène la terre qui était nourricière. Ces terrasses, elles ont, au fil des générations, gagné la montagne, un peu comme des marches de géants. Truffé de châtaigniers, le sol ardéchois ne se contente plus de nourrir ses occupants, il en devient le refuge. Car au XVIe siècle, dans le village de Saint-Pierreville, comme dans tant d'autres en Ardèche, les habitants adhèrent en masse à une nouvelle vision du monde, forgée notamment par les valeurs du travail et par l'individu, le protestantisme. Quand éclatent les guerres de religion, le châtaignier se fait le complice des insurgés protestants. Nous avons le chemin du Dragonnat qui traverse ce village, donc. C'est un chemin qui a été fait pour faciliter l'entrée des dragons du roi, qui étaient des hommes de main finalement de l'État, pour venir pourchasser les protestants dans notre territoire. Alors il faut savoir que ça a été des exactions quand même assez sanglantes pour convertir les protestants par la force au catholicisme. Pour échapper aux persécutions, les protestants ardéchois pratiquent leur culte en secret, à l'abri des feuillages touffus des châtaigniers. Aujourd'hui, les communautés se rassemblent au grand jour autour d'un rituel tout ce qu'il y a de plus païen, la rôtie de châtaigne. Et un petit morceau de saucisse. Alors la châtaigne, voyez-vous, le problème, c'est que c'est long à éplucher.
Alors c'est ça aussi qui en fait son charme, parce qu'on prend le temps de la regarder, on prend le temps de l'apprécier. Hein. C'est pas du prêt-à-manger. Et moi, ça me rappelle des moments aussi de convivialité, lorsqu'on faisait une rôtie de châtaigne entre voisins, et où lorsqu'on faisait la confiture avec la grand-mère, eh bien, on passait énormément de temps à décortiquer les châtaignes comme je le fais là. Et alors, pendant ce laps de temps, on n'est pas muet. Hein. C'était le moment où on échangeait les nouvelles du pays. Et la châtaigne peut être aussi l'objet d'un réseau social, finalement, peut-être. Elle rassemble les gens autour d'elle. Ces liens noués par la châtaigne s'étirent jusque dans les bourgs où l'on vient de loin vendre le fruit frais, où des commerces éclosent au XIXe siècle, le proposant sous la forme de marrons aux bourgeois venus des régions alentours. Le XIXe siècle, c'est aussi le temps où la révolution industrielle gagne les vallées ardéchoises. Dans les villes comme Aubenas, nombre de paysans épuisés par des vies de labeur viennent servir de main-d'œuvre dans les usines de moulinage des vers à soie. Derrière ces imposantes murailles, l'essor d'Aubenas repose sur la soie et sur le bois aussi. Un parasite décime les châtaignes dans les années 1870, provoquant ce qu'on appelle la maladie de l'encre. C'est dès lors pour sa fibre, et non plus pour son fruit, que l'on sollicite le châtaignier. C'était un bois facile à utiliser, il y avait moins de remords à couper les arbres dans la mesure où ils étaient malades. Ces arbres qui les nourrissaient, ils ont accepté de les couper puisqu'ils pouvaient en faire autre chose et les transformer en bois pour leurs besoins spécifiques. Le bois de châtaignier, il a un grain qui est très ouvert, où on voit toutes ces veines là, qui sont très marquées. Et donc on le reconnaît à ça. On le reconnaît à ça par rapport à son poids, donc sa densité, par rapport à son son également, et son toucher qui est soyeux, et son odeur. Suivant les bois, le chêne, le châtaignier, le frêne ont des odeurs qui sont très très différentes. Lorsque des gens souhaitent un meuble, automatiquement ils vont penser châtaignier. Ils ne vont pas penser à d'autres bois comme du chêne, comme du frêne, mais ils vont penser châtaignier car ça a toujours accompagné les ardéchois. Il y a un dicton qui dit que le châtaignier est un arbre à pain, mais également le bois qui accompagne du berceau au lit jusqu'au cercueil tout au long de la vie de la personne. Ferment de vie et de mort, le bois de châtaignier recèle dans ses veines un autre trésor, le tanin, qui permet de teindre la soie en noir. On ne voit pas le tanin sur le bois comme ça à proprement dit. Par contre, lorsqu'on le travaille, tout de suite, il y a le tanin qui marque les mains au niveau des pores. Il s'incruste dans les mains de la personne qui le travaille. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ce bois il avait des propriétés particulières par rapport au tanin de ceux qui le transformaient. Abattre les arbres pour extraire les tanins devient bien plus rentable que les cultiver pour leurs fruits. Dans la première moitié du XXe siècle, la châtaigneraie ardéchoise recule de 20 000 hectares. Il fallait des utopistes pour vouloir renouer avec le fruit épineux de l'arbre à pain. À partir des années 70, des néo-ruraux venus d'Ardèche ou d'ailleurs s'installent sur les pentes abandonnées. Depuis, à Saint-Jean-Chambre, dans le nord de l'Ardèche, certains de ces rebelles du XXe siècle, comme Ludovic et Annick Desbrues, s'attellent à faire prendre à nouveau racine aux châtaigniers. En fait, on a vraiment eu de la chance d'avoir ce bâtiment juste à l'entrée, là. Avec notre idée de sécher les châtaignes et de transformer, en fait, on avait exactement la surface qui correspond à la clède traditionnelle du sud de l'Ardèche, donc le petit bâtiment pour sécher les châtaignes. On a mis un moment à se demander où est-ce qu'on ferait un four dans cette ferme, et puis du coup, le lieu idéal, il était déjà là. Bah oui, c'est une création en fait, hein. C'était pas une clède au départ. Non, c'était juste... un abri avec le four à pain en fait. Aujourd'hui, la clède où l'on fait sécher les châtaignes semble être là de toute éternité. Une fois qu'on arrive et puis qu'on voit les bâtiments tels qu'ils sont, bien reconstruits, on a du mal à se rendre compte de comment c'était quand on y arrivait. Nous, on a vécu quand même un peu plus d'1 an en caravane, histoire de commencer à avoir 2 pièces pour se mettre, quoi. 2 pièces pour nous et tout de suite 2 pièces pour les châtaignes, parce qu'il fallait tout faire en même temps.
Vivre uniquement de la châtaigne, tel est le pari que se lancent ces partisans d'une existence à contre-courant qui œuvrent pour réinventer leur relation à l'environnement. Le châtaignier, c'est un arbre fruitier qui produit énormément de matière organique. Toutes les feuilles, toutes les bogues. Auparavant, les anciens, ils avaient pour habitude, après la récolte, de brûler justement feuilles et bogues pour revenir à un état de prairie sous les châtaigniers, pour l'élevage qui souvent accompagnait le châtaignier. Les ânes, ils vont s'en occuper. Gourmands en eau, les châtaigniers ont besoin d'être nourris de l'humus naturel. La conscience des périls qui pèsent désormais sur l'arbre fait vaciller le monde bâti à l'ère industrielle. Nous, ici en Ardèche, où on met en avant la châtaignerie traditionnelle, ça veut dire souvent des châtaigniers très vieux, qui ont 100, 150 ans. Ceux qui ont 150 ans, qui sont toujours là à nous apporter des châtaignes, pendant 120 ans, ils nous ont nourris, ils ont pris soin de l'humain, on va dire. Et depuis, surtout les 20 dernières années, il y a des gros changements qui s'opèrent et le châtaignier, il est devenu fragile. Et c'est aussi aux humains de s'occuper de lui. Les châtaignes, c'est bien, mais ce que nous réserve Yamel en République dominicaine, c'est pas mal non plus. On l'a rencontrée au marché de Samana et elle a accepté de nous inviter dans sa cuisine pour Papille. Bienvenue au marché de Samana. Je vais vous préparer de délicieuses pasteles Senora. C'est parti. J'aime venir le samedi faire mes courses ici, car c'est le jour où les agriculteurs de la région viennent vendre leur production. Parmi eux, il y a beaucoup de femmes. Tout est frais et bio. Madame, comment sont les bananes? Elles sont de bonne qualité. Maintenant, direction la boucherie, j'ai besoin de bœuf haché. Bonjour, il me faut un demi-kilo de bœuf haché, s'il te plaît, mon trésor. Voilà. Merci, mon cœur. J'ai tous les ingrédients qu'il me manquait. Allons cuisiner. On commence par cuire la viande et après on va s'occuper des légumes. Je suis en train de couper les légumes qui iront avec la viande. Les pasteles sont en général préparés pendant la période de Noël. Chaque famille en confectionne. C'est très rare d'en trouver à la vente dans la rue. On peut faire les pasteles avec du manioc, du poulet, on peut même les faire avec du porc. La cuisine n'a pas de limite. Vous les préparez selon votre goût. Ici, nous avons 3 types de bananes différentes. La banane plantain, ici la rullo et là, la guineo. La banane plantain est surtout utilisée pour la purée. La rullo est plus blanche avec une saveur douce. Et pour finir, la guineo est un peu plus crémeuse et parfumée. Je pèle maintenant la yaotia, c'est un tubercule. Une racine très savoureuse qui va apporter du moelleux à nos pasteles. Maintenant, je râpe toutes nos racines pour obtenir une purée et confectionner nos pasteles. El león está aquí y su rugido suena fuerte. Y él es tan grande y nadie puede detenerle. Ah, ma fille est là pour m'aider. Viens mon amour, occupe-toi de la birra. Mets-la dans l'huile pour en extraire la couleur. Ici, j'utilise la graine à la place du concentré de tomate. Il faut bien la faire revenir. On ne récupère que l'huile qui est devenue rouge, car la birra reste dure. Et on assaisonne ce que j'ai râpé avec du sel et des cubes de bouillon. Il faut chauffer les feuilles de bananier pour qu'elles soient plus faciles à manipuler. Si on ne les chauffe pas, elles vont se casser. Maintenant, on va assembler nos pasteles. C'est comme un hachis parmentier. Dans la feuille de bananier, je mets une première couche. J'ajoute de la viande et je remets une cuillère de purée. Ensuite, on plie notre feuille en carré.
et on ferme avec du fil pour qu'elle ne s'ouvre pas. C'est vraiment important de bien fermer pour éviter que la préparation s'échappe et que l'eau ne pénètre pas. Et voici le pasteles. C'est le moment de tester. Yamel, c'est la meilleure chef de Samana. La meilleure. C'est excellent. Maman, c'est vraiment très réussi. Merci mon amour. On va vite finir notre assiette car ce qui arrive est un peu plus gore. À Glasgow, vous allez découvrir l'usage médical de la tronçonneuse. C'est l'incontournable. C'est dans le quartier de West End, à Glasgow, que l'on peut retracer les grandes heures de la culture écossaise. Dans son université, aux aires de Poudlard, ou dans le Kelvin Grove Art Gallery and Museum, qui abrite œuvres d'art, trésors de l'Antiquité et souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Incontournable West End de Glasgow, qui cache une toute autre histoire. Celle d'une invention qui aurait dû sauver bien des vies. Mark Skippen est historien de la médecine. Il revient sur les prémices de la chirurgie moderne, dont un épisode s'est joué ici. L'université de Glasgow, où nous sommes maintenant, a été établie au XVe siècle et l'université d'Édimbourg au XVIe siècle. Donc, quand on arrive aux innovations du XVIIIe siècle, ces fiefs de l'enseignement sont en place depuis longtemps. Ces deux universités offraient un enseignement médical. Et cet enseignement n'était pas juste disponible pour les privilégiés ou la haute société, mais pour toutes les personnes qui voulaient apprendre la médecine. Les cours étaient gratuits, ce qui était une grande différence par rapport à d'autres universités britanniques comme Oxford et Cambridge. Au XVIIIe siècle, l'enseignement de la chirurgie est en vogue. Et à Glasgow, de plus en plus d'enseignants et d'étudiants souhaitent passer de la théorie anatomique à la pratique. Il y avait une élite de praticiens qui venaient des universités et qui s'occupaient des cas difficiles, comme les amputations par exemple. À cette époque, la chirurgie était souvent très douloureuse pour les patients et très difficile à exécuter pour les praticiens. Et la plupart du temps, l'opération menait à l'infection et parfois à la mort. Les chirurgiens commencent à se spécialiser et certains s'intéressent à l'obstétrique, jusqu'alors considérée comme une affaire de femmes. Pratiqués à domicile, les accouchements sont souvent accompagnés de complications, notamment si la parturiente a un petit pelvis. La taille normale d'un pelvis est de 11 cm. À cette époque, il y avait des femmes dont le pelvis mesurait moins que la taille normale. Donc il était physiquement impossible pour l'enfant de passer. Cette particularité anatomique résultait de malnutrition ou d'héritage génétique. La césarienne pratiquée à l'époque, entraînant systématiquement la mort de la mère, la solution était une symphyséotomie, une incision interne permettant d'agrandir le diamètre pelvien de la mère, en sectionnant partiellement les fibres qui relient les os pubiens à l'avant du bassin. Un professeur de médecine, John Aitken, imagine alors un nouvel instrument. Utiliser un scalpel était difficile. Il fallait appliquer beaucoup de pression, ce qui faisait que l'on pouvait glisser et endommager une autre partie du corps de la mère. Donc, il a présenté dans un livre datant de 1785 un nouvel instrument qu'il décrit comme une scie flexible ou une scie à chaîne. Cela ressemble à une chaîne de bicyclette. La scie à chaînette, imaginée par John Aitken, ne parvient pas à convaincre les obstétriciens. C'est James Jeffrey, un professeur d'anatomie de l'université de Glasgow, qui va populariser son usage, mais dans un autre domaine. À cette époque, en chirurgie, s'il y avait une blessure grave ou l'infection d'un os, on amputait le membre entier.
Avant que James Jeffrey ait l'idée de la scie à chaînette, les amputations étaient pratiquées à l'aide d'une scie rigide. Et la réussite de l'opération dépendait du talent du chirurgien, de sa capacité à ne pas endommager les systèmes vasculaires autour de l'os. Et l'utilisation de la scie à chaînette va permettre de minimiser ces risques. La scie à chaînette de James Jeffrey est utilisée pour l'amputation pendant près d'un siècle. Puis est perfectionnée par Leonardo Gigli. Il a remplacé la chaîne par un fil coupant torsadé. Ça a permis de rendre la coupe plus délicate et de faire en sorte que l'instrument ne s'accroche pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a réalisé cet instrument dans l'optique de la symphysiotomie, ce qui nous ramène à la raison pour laquelle John Aitken l'avait initialement conçu. Au XIXe siècle, en Allemagne, la scie médicale va connaître un nouveau destin. Bernhard Heine fabrique l'ostéotone, une scie dont la chaîne opère une rotation continue. Cette dernière va donner des idées à l'industrie du bois. À la fin des années 1800, lors d'une foire, des inventeurs américains créent une scie à chaîne qui n'était pas destinée à une utilisation médicale, mais plutôt pour couper les arbres. Et ça a tout changé. Le design était similaire à celui de l'ostéotome, mais la scie était beaucoup plus grosse, et 2 personnes étaient nécessaires pour la déplacer. Ce n'est qu'en 1920, en Allemagne, que des entreprises comme Stihl ont commencé à produire en masse ces tronçonneuses pour l'industrie du bois. Et il fallait toujours 2 personnes pour les utiliser. Dans les années 50, la version portable et individuelle de la tronçonneuse fait son apparition. Et il ne faudra attendre qu'une vingtaine d'années pour que l'industrie du cinéma ne lui offre un nouveau destin et ne détourne l'invention de John Aitken en arme gore. Allez, c'est le moment de connaître la réponse à la devinette. Tout à l'heure, je vous demandais quel risque couraient les clients de l'hôtel Virou à Tallinn avant 91. Eh bien, c'était celui d'être écoutés de très très près. En 1991, quand le bloc communiste s'effondre, on s'aperçoit que cet hôtel à la mode de la capitale estonienne ne compte pas 22, mais 23 étages. Cet étage secret était occupé par le KGB qui y avait installé une station d'écoute. Une 60aine de chambres étaient truffées de micros. Au restaurant, les assiettes en étaient elles aussi équipées et même les cendriers avaient des oreilles. Cet hôtel est devenu l'une des attractions phares de la visite de Tallinn. Quant à moi, je reste à l'écoute de vos suggestions. Pesfalt.